Alors comment suivre un cours? Dans une vidéo précédente sur le même sujet, j'avais terminé en disant que la philosophie, qui avait une position critique vis-à-vis de l'école, même si elle était à l'intérieur, aussi à l'intérieur de l'école, avait un rôle à jouer quand il s'agit de répondre à cette question. J'avais rajouté la philosophie, mais pas elle toute seule. Et de fait, pour bien comprendre les choses, il faut remonter bien avant la naissance de la philosophie, à une période où s'invente à la fois l'état et l'écriture. Autrement dit, il faut faire de l'histoire. On est au 3e millénaire avant Jésus-Christ, où naissent justement des sociétés très structurées, comme en Mésopotamie, mais sans doute ailleurs aussi dans le monde, car à partir du moment où l'humanité s'est étendue dans le monde, elle n'a cessé de mettre en contact différentes populations et a suivi une histoire qui est sans cesse connectée. Toujours est-il qu'en Mésopotamie, au moment où se forment ces cités très hiérarchiques, et bien sans doute que naît aussi l'école, cette hiérarchie entre le maître et le disciple. Et ça, on s'en rend compte parce que, comme je vous l'ai dit, l'écriture existait déjà depuis le 3e millénaire, mais on a trouvé au 1er millénaire avant Jésus-Christ, les archéologues ont trouvé des bancs en céramique, une succession de bancs qui, en fait, ne peuvent être selon eux que des bancs d'école, et liés à des vestiges de pièces en bois, des carcans, qui servaient en fait à tenir les membres des élèves pour qu'ils se tiennent tranquilles, une méthode qu'on a manifestement abandonnée. Si on avance encore au 1er millénaire avant Jésus-Christ, se mettent en place, mais un petit peu partout dans le monde, en Chine et en Inde en particulier, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais en d'autres endroits aussi, différentes formes de sagesse et bientôt de religion. Alors c'est difficile de distinguer la sagesse et la religion, mais si l'on parle de la sagesse, il s'agit en fait avant tout d'un travail sur le corps, d'un travail sur le corps de façon à le rendre plus spirituel, de façon à ce que le corps humain accède à autre chose que lui-même, c'est-à-dire s'excède en quelque sorte, soit plus qu'un corps, accède à ce que l'on pourrait nommer le domaine du sens, de la pensée, de la compréhension du monde et de lui-même. Et cela se développe sous forme de techniques qui peuvent être différentes. Il y a celle du yoga, il y a l'hindouisme, il y a le confucianisme en Chine. Et à chaque fois, il s'agit d'apprendre à méditer, comme d'apprendre à se conduire dans l'existence. Et très souvent, c'est le cas justement dans le yoga, cela suppose l'apprentissage de postures qui peuvent être très mobiles, mais qui peuvent être aussi d'une immobilité totale, sous la forme d'un équilibre corporel qui déjà prépare entièrement l'esprit à une pensée équilibrée d'un monde lui-même en équilibre. Alors il n'y a pas conjonction immédiate entre l'immobilisation de l'écolier et l'immobilisation de la sagesse, mais elles étaient en quelque sorte vouées à se retrouver. Et de fait, dans la sagesse, il y a également un rapport entre les maîtres et les disciples. Et dans les religions qui naissent dans ce 1er millénaire, si l'on prend le judaïsme, l'écriture devient un moyen de méditation collective sur les textes, d'interprétation, et d'interprétation contradictoire, sachant qu'un texte peut vouloir dire deux choses inverses et possibles, et que déjà ce type de discussion nous introduit à quelque chose qui va pouvoir connaître bien des développements par la suite. Voilà, donc structure hiérarchique de l'État, expliquant la naissance de l'école, méditation et sagesse et religion, expliquant quantité de techniques mettant en relation le corps à autre chose que lui-même, qui peut être Dieu, qui n'est pas forcément Dieu, qui peut être aussi ce que j'appellerais le sens de la vie, comment conduire sa vie. Et puis, mais alors finalement, bien plus tard, la naissance de la philosophie. La naissance de la philosophie qui n'a pas pu revenir sur toute cette période, puisque justement la philosophie naît en Grèce après une période assez sombre où les civilisations eugéennes se sont complètement écroulées, à tel point que l'écriture a été perdue et n'est retrouvée que 8 siècles avant Jésus-Christ, la philosophie commençant elle-même à émerger au 5e siècle.
Et donc, en fait, elle va hériter de ces techniques de méditation, aussi de ces religions, etc. Tout simplement parce que la Grèce est connectée avec le reste du monde et également avec l'Orient. Et c'est ainsi que vont se développer des écoles philosophiques où vont naître l'opposition entre deux modes qui existent déjà. Un qui est sur celui de la relation entre maître et disciple, et celui de l'école en tant qu'une seule personne s'adresse à quantité d'autres qui sont par là même plutôt maintenus dans l'immobilité. Et c'est pourquoi on peut retrouver quelquefois les deux en même temps, par exemple chez Sénèque, dans cette période qui n'invente rien, mais qui offre en fait une bonne synthèse de l'ensemble, qui n'invente rien, si, qui pousse les choses vers l'avant, mais qui n'invente rien à partir de rien, si vous voulez. Sénèque écrit des lettres à un de ses disciples, Lucilius, donc là on est dans une relation entre maître et disciple, à deux, et en même temps lui raconte comment lui-même a suivi un enseignement où il était un élève parmi d'autres, écoutant un maître. Et dans la lettre 108 à Lucilius, eh bien, c'est intéressant parce qu'il nous dit, bon, quand on écoute quelqu'un, on n'est pas toujours concentré. Il détaille quantité de modes de concentration, de sorte de ferveur fanatique pour le maître jusqu'au désintérêt total. Et il dit, bon, si on n'est pas complètement désintéressé, même si on est distrait, eh bien, en fait, on retire toujours quelque chose du cours d'un philosophe, on en sort un petit peu transformé, et dit-il, plus sain, ou alors en voie de devenir plus sain, d'avoir une meilleure santé. Donc, pourquoi? Parce que le philosophe apprenait aussi que faire de son corps, ce que l'on devait faire de son corps, et également comment le nourrir. Il apprenait aussi la diététique. Et Sénèque explique ce que c'est chez un maître de philosophie, qu'il a appris finalement à ne plus manger ni huîtres ni champignons, et finalement à ne plus manger qu'à être végétarien, et encore en privilégiant certains légumes, apprenant comme cela à renoncer à la viande, à cette nourriture qui selon son maître était celle des tigres et des vautours, mais pas des humains. Voilà pour ce qu'il en est de ce développement du savoir, qui va ensuite connaître encore un tournant majeur au XIIe siècle après Jésus-Christ. Alors je vais un petit peu vite, mais ce sont les Lumières du Moyen-Âge, où vont se conjuguer en fait deux traditions. Celle du dialogue sous forme de questions et de réponses, et celle du cours. Et cela dans une université qui vient de naître. Alors ça, c'est très net chez saint Thomas, parce que manifestement, en cours, et en particulier donc à l'université, eh bien, le maître pose une question, et des étudiants choisis dans la salle proposent devant les autres deux réponses contradictoires à ces questions, et démontrent chacun l'une de ces réponses, qui donc se contredisent. Donc il y a un dialogue, comme chez Socrate, il y a même une dialectique, c'est-à-dire qu'on avance aussi en se contredisant. Il y a quelque chose qui vient aussi directement de l'interprétation juive de la Bible, où les exercices consistent déjà à donner pour un texte donné des interprétations contradictoires, et puis il y a un public qui lui se tient tranquille et ne dit rien. Et ce qu'on voit naître donc aussi à ce moment-là, c'est quelque chose qui est déjà la provenance de la dissertation et de l'explication de texte, l'un et l'autre en même temps, d'où leur proximité. Et puis progressivement, après ce XIIe siècle, à peu près vers le XIVe, la philosophie va retrouver son indépendance vis-à-vis de la théologie, jusqu'à, et là encore je vais vite, jusqu'à un autre tournant majeur qui est celui de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui est celui de la naissance de l'université moderne, celui où véritablement la philosophie se sépare de la théologie.
Alors pourquoi parler spécialement de la philosophie et pas des autres matières? Parce qu'il se trouve que à ce moment-là, eh bien, c'est tout simplement la discipline reine. C'est la discipline reine à tel point que ce sont les philosophes qui, philosophant sur ce que veut dire enseigner et sur ce que veut dire également être en situation d'enseignement, eh bien, décident, enfin, pensent, conçoivent la réforme de l'université dans tous les domaines. La philosophie étant donc la matière principale qui, on le voit chez Kant, on considère bien qu'il n'y a plus auquel, par exemple, la théologie, mais que la différence avec la théologie, c'est que la philosophie est libre, qu'elle repose sur une pensée autonome. Et c'est ce qui va permettre à cette discipline finalement de se présenter comme celle qui structure tous les savoirs qui n'ont pas besoin d'une référence à Dieu et qui donc offre ensemble la structure du savoir moderne et du savoir universitaire. Alors ce qui se crée aussi à l'époque, c'est la différence très nette entre l'universitaire et le secondaire, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs. C'est-à-dire que la discipline est véritablement libre à l'université. Dans le secondaire, elle est à l'opposé très, très codifiée, dans la mesure où il s'agit simplement de se préparer à la liberté. Et ce clivage entre le secondaire et l'universitaire, il est donc, il n'est pas fondé en raison d'une manière absolue, il est historique. Eh bien, j'en arrive au XIXe siècle, donc, et là il va se passer quelque chose d'important, c'est que, voilà, à la suite de la Révolution française, à la suite de la structuration de cet enseignement, la philosophie va être, en particulier en France, le discours de savoir privilégié par l'État. C'est-à-dire qu'après s'être séparé de la religion, la philosophie, en quelque sorte, embrasse l'État, à moins que ce soit le contraire. L'État embrasse la philosophie, et c'est ça, en France, la Troisième République. Et cela sur les bases de quelque chose qui la précède, les années 1840, où un philosophe libéral en France, Victor Cousin, devient ministre de l'Éducation et en quelque sorte démontre que l'enseignement républicain doit être couronné par un cursus de philosophie. Alors Victor Cousin, il est allé en Allemagne, il a rencontré Hegel, qui lui aussi a participé à la réforme de l'université allemande, et il revient avec l'idée que on peut appliquer en France quelque chose qui serait à la fois de l'ordre de ce que nous dit Descartes et de ce que nous dit Hegel, faire une sorte de synthèse franco-allemande de l'enseignement. Ça veut dire quoi? Descartes, c'est penser seul, je l'ai dit dans une autre vidéo. Mais penser seul, c'est pas très compatible avec l'enseignement, puisque justement il y a un maître et il y a des disciples. Et chez Hegel, il se passe autre chose, c'est que penser, c'est pas penser, c'est pas sous la forme du je pense, c'est sous la forme de je m'inscris dans une structure qui me dépasse et qui est celle d'une évolution faite de contradictions, ce que l'on appelle la dialectique. Toute chose dans le monde, dans la mesure où elle existe, s'oppose à quelque chose d'autre. Et donc on passe d'une opposition à l'autre. Et si on fait la synthèse entre ces deux idées, eh bien on en arrive à la possibilité que chacun par lui-même puisse penser en développant des thèses contradictoires qui en même temps ont une certaine réalité. On a ici le fondement de ce qui sera l'enseignement philosophique au XIXe siècle, un enseignement républicain et un enseignement fondé sur un exercice qu'est la dissertation, où on se donne une question et où on doit répondre d'une manière contradictoire avant de trouver une solution pour dépasser cette contradiction. Alors, le problème, c'est qu'au cours de ce mouvement, eh bien, quelque chose qui était là au départ, et qui était des techniques de concentration
en tant qu'elles impliquent le corps, donc quelque chose qui était très ancien, qui était de l'ordre de la sagesse, qui existait encore dans la philosophie dans l'Antiquité, s'est perdu en route. S'est perdu en route au bénéfice d'autre chose qui est également très ancien, mais qui est la fixation des élèves et des étudiants devant une figure hiérarchique qui est celle du professeur. Et voilà, et ça donne la structure classique soutenue par la philosophie de l'enseignement républicain. Alors, comme a pu le remarquer un philosophe français qui s'appelle Pierre Macheret, cela entraîne plusieurs clivages, plusieurs différences qui ont l'air d'être indépassables, alors qu'en fait elles sont historiques. Clivage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Clivage entre l'écriture et la parole. Il y a les moments où l'on parle, et puis il y a les moments où l'on écrit. Clivage entre la philosophie et la littérature. La philosophie se présentant finalement comme une sorte de reine des sciences, d'accès à la vérité, et ayant oublié son lien, enfin retrouvant difficilement son lien avec ce discours plus libre qui est celui de la littérature. Et en même temps, comme le signale le même Pierre Macheret, on peut être que d'accord avec lui, ces clivages, eh bien, dans la mesure où nous savons qu'ils sont historiques, nous avons la possibilité de les dépasser. Il me semble qu'il y a un clivage que Pierre Macheret n'a pas noté, et qui est justement celui qui m'intéresse depuis le début dans cette histoire, suivre un cours, c'est le clivage entre l'immobilité et le mouvement. Et dès l'Antiquité, il y a cette idée que si on reste trop immobile, cela finit par nuire au mouvement de la pensée. Le mouvement de la pensée ne peut pas courir tout seul dans une formule trop univoque du cours, parce que c'est ça un cours, c'est un cursus, c'est quelque chose qui avance, qui court d'une certaine manière, et qui en même temps prétend être immobile. Et là, il y a quelque chose qui, semble-t-il, ne peut pas correspondre, ne va pas. Ce qui fait que finalement, au moment où s'est développée l'université, puis son côté académique, son côté républicain, etc., il y a toujours eu des protestations de la part de ceux qui voulaient que l'enseignement soit bien plus mobile, soit de l'ordre du mouvement. Et ça, alors, ça a toujours existé, mais on va le trouver en particulier là. Ce représentant très célèbre, c'est Rousseau, dans son traité d'éducation qui est l'Émile, où il dit que l'élève doit forcément apprendre d'abord par les choses, et donc apprendre aussi en mouvement, en allant constamment de la campagne à la ville pour se confronter à des milieux différents, et en particulier à ces deux milieux différents qui sont en gros nature et civilisation, sauf que Rousseau le sait bien, la campagne est aussi déjà très civilisée. Il ne s'agit pas du tout de revenir à l'état de nature. Mais voilà, ce que signale Rousseau, c'est qu'il ne faut pas déjà dès la naissance enfermer un nourrisson dans ses maillots, dans ses bandages, etc., etc. Il faut lui laisser une liberté corporelle, et que cette liberté corporelle doit demeurer dans l'enseignement, qui équilibre du coup savoir, découverte, voyage et exercice physique. Exercice physique. Alors, la question d'exercice physique elle-même de l'exercice physique est très ancienne. Dans la Grèce antique, on estimait qu'il fallait, en même temps que des savoirs plutôt théoriques, qu'il fallait développer une gymnastique qui n'était pas en opposition à ces savoirs théoriques. À Sparte, qui était une cité très importante, la très grande partie de l'enseignement était sous la forme de la gymnastique, et une gymnastique qui en fait était une préparation militaire. Puisque une grande partie de l'éducation en fait était une éducation militaire, dans la mesure où Sparte était une cité qui était fondée sur la force militaire. Et Athènes, c'est un petit peu la même chose, ne serait-ce que parce que Athènes est en concurrence avec Sparte et ne peut pas se permettre de perdre toutes ses guerres contre cette cité très militaire. Donc Athènes aussi inclut la gymnastique, et la gymnastique comme préparation à la guerre à l'intérieur de son enseignement. C'est très très net dans la République de Platon. Il faut former son corps et le former aussi à la guerre pour accéder à la pensée qui exige cette force corporelle et qui exige aussi ce courage dont on est obligé de faire preuve dans la guerre.
Et finalement, dans l'enseignement républicain, bon, ça va être la discipline reine, c'est la philosophie, mais il y a une volonté aussi et une pression pour que la gymnastique ait sa place. Et l'argument, c'est aussi la gymnastique telle qu'elle se pratique dans l'armée. C'est-à-dire qu'il y a une très grande proximité entre les exercices que l'on fait dans les casernes et les exercices que l'on fait à l'école. Alors, c'est ce que dira un autre philosophe qui s'appelle Michel Foucault. De toute façon, c'est une période aussi où l'école et la caserne sont proches structurellement. Hein. Et de même qu'elles sont proches de la prison. À chaque fois, c'est des emplois du temps, des sonneries, quelques moments de sortie, quelques moments d'exercice physique et beaucoup de moments d'immobilité. Oui, c'est un peu la même structure. C'est un peu la même discipline avec ses variations.